thème d'aujourd'hui, c'est la digitalisation, une solution pour un développement durable. Et c'est de ça que nous allons parler avec vous aujourd'hui. La première question, c'est qu'est-ce que la digitalisation? La digitalisation, bon, déjà merci pour la question, merci pour l'invitation. Je pense que j'ai beaucoup aimé l'invitation parce que je l'ai dit de façon très gentille. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de médias qui ne s'intéressent pas aux choses qui rendent intelligentes. Et moi, personnellement, je réponds toujours aux invitations des médias qui invitent pour des sujets intelligents. Sur un phénomène qui s'appelle la digitalisation, qui touche tout le monde. Là, après, vous êtes une radio qui est en ligne, ça veut dire que vous êtes déjà dans la digitalisation. Et pour aller plus loin, on est dans des phénomènes sociaux où on est toujours obligé, ça veut dire que ce n'est même pas un choix. C'est un peu comme vous respirez, vous écrivez avec un stylo, c'est obligé. Tenez-vous bien, ce matin par exemple, j'ai dû aller dans une banque pour aller faire un versement pour l'école de ma fille. Ça m'a pris 30 minutes. Je ne vous dis pas le carburant que j'ai dépensé. J'aurais pu payer simplement de mon téléphone, faire un virement, mais on me dit non, c'est impossible, il faut aller faire un virement. Et quand on parle de digitalisation, les gens pensent que c'est un phénomène de mode. Non, c'est juste quelque chose qui nous fait gagner du temps. Ça veut dire, ça nous permet de ne pas faire certaines opérations de façon physique. Ça nous permet d'alléger nos modes de fonctionnement. Ça nous permet de s'écouter. Parce que quand on se parle au téléphone, c'est la digitalisation. C'est quelqu'un qui est à un point X qui parle à quelqu'un qui est à un point Z. Et je pense que la digitalisation, c'est un phénomène de vie. C'est même pas une mode, un phénomène de vie qui vient s'ajouter à ce qu'on a, je vais dire, de façon naturelle. De façon naturelle, l'homme, il communique, mais il communique juste dans son espace. Voilà, moi je vous parle, vous êtes en face de moi, mais on est écouté par plusieurs personnes parce que le phénomène qu'on produit sont des ondes qui sont digitalisées. En temps normal, on aurait dû aller sur un émetteur, qui allait transmettre sur un émetteur, etc. Et je pense que la digitalisation, c'est le fait de dématérialiser des éléments de vie quotidien. Et quand on parle de digital, ça veut dire c'est toujours en lien avec la main. Ça veut dire on a un phénomène qui va traduit des process sur ce qu'on appelle les terminaux. Donc dès que vous touchez à un appareil de la main, vous touchez une télévision, on va dire un ordinateur, un gap bancaire, vous touchez une application, vous êtes en train de faire de la digitalisation. Donc vous vous rendez compte que c'est un phénomène qu'on a tous les jours. Parce que tous les matins, on a un téléphone, on est la radio sur son téléphone. C'est un phénomène de vie qui est en train de s'accaparer tous les modes de notre vie. Que ce soit la santé, que ce soit les déplacements, que ce soit les médias, que ce soit, je vais dire quoi, le divertissement. Donc c'est un phénomène qui englobe notre vie et c'est important qu'on sache comment s'en servir, comment le définir et surtout comment en tirer le meilleur parti pour notre vie. Donc on peut dire aujourd'hui que le monde est digitalisé. Oui, le monde est digitalisé. En fait, ça date depuis longtemps. Maintenant, bon, je vais dire, on assiste à plus ce qu'on appelle l'explosion, je vais dire, comment dirais-je, des terminaux. Parce qu'avant, on va dire quoi, la digitalisation, d'abord, il y a deux phénomènes à comprendre. Souvent, les gens, ils vous disent numérique, ils vous disent digital. Et je dis, c'est pas pareil en fait. Pas pareil. Non, c'est pas pareil. Les gens se disent que le digital, c'est en anglais, le numérique, c'est en français. Justement, c'est une erreur en fait. Le numérique, c'est un phénomène, je vais dire, mathématique. Ce sont des codes en fait. Ce sont des codes. Ça veut dire, par exemple, quand une onde quitte de cette radio pour aller sur un téléphone, elle n'arrive pas en onde. Il arrive en code. Et c'est des codes qui sont binaires. Ça commence de 0 à 1. C'est des codes qui sont transmis. Et c'est ce code qui va être décrypté sur un téléphone pour donner du son ou une image. Donc tout ce que vous avez sur le téléphone, c'est à partir de codes. Que ce soit une image, que ce soit un son, une vidéo, ce sont des codes qu'on transmet. Quand on vous voit sur WhatsApp, quand vous communiquez par WhatsApp, ce n'est pas votre image en tant que tel qui part. C'est des codes qui vont partir. C'est pourquoi c'est simple, c'est pourquoi c'est rapide. Et plus c'est mieux encodé, plus c'est facile, plus c'est fluide. Vous comprenez? Donc le numérique, ce sont des codes qu'on envoie à travers un instrument, on va dire, informatique. Mais le digital, c'est autre chose. Le digital, lui, il est la sortie. Il n'est pas dans le numérique. C'est l'aboutissement. Parce que votre téléphone, par exemple, il est fait avec de l'informatique, des composantes. Et pour pouvoir transmettre l'information, il faut que le numérique puisse encoder. Donc votre téléphone va juste sortir l'information. Mais dès que vous avez une image sur votre téléphone, un son, et que vous le touchez, que vous l'écoutez, vous êtes en train de digitaliser. Vous comprenez? C'est comme vous faites un transfert bancaire. Votre transfert, ce n'est pas du digital à la base. C'est des codes en fait. Et le code, il arrive sur votre compte et c'est le code qui va se transcrire en chiffres en fait. Et dès que vous avez accès à votre compte et que vous voyez, ah, j'ai un dépôt, vous êtes dans le digital.
Et dès que vous avez aussi l'opportunité de toucher ou d'effectuer une transaction en vous servant d'un terminal, vous êtes dans le digital. Donc on va dire que le numérique, c'est la passerelle qui vous envoie au digital. Parce que sans numérique, vous n'avez pas de digital. Vous comprenez? Et si vous n'avez pas aussi de digital, le numérique, il ne sert à rien parce que ça va être un ensemble de codes. Comment est-ce que vous allez lire un code, je sais pas, de 3 pages ou de 4 pages? Voilà, c'est un peu ça pour faire de façon simple. On va s'attaquer maintenant au thème, au sujet. Comment le digital peut être une solution durable pour un développement dans un pays? Oh, ça c'est une grande question, c'est une grande question. Le digital, en fait, je pense, et ça c'est vraiment personnel, le digital, c'est pour beaucoup de choses dans le développement. Parce que vous voyez dans des villes, je vais dire, assez développées, vous avez même des capteurs qui vont vous déterminer la qualité de l'air. Vous avez des capteurs qui vont vous déterminer en fait le nombre de camions. Donc vous avez beaucoup d'outils digitaux qui vous permettent de savoir en fait où vous allez. Je prends un exemple ici. Bon, je vais être un peu méchant. Il pleut à chaque période de l'année et on a toujours des inondations. On est d'accord. Et normalement, il est possible, de façon très simple, de pouvoir savoir combien de quantité de pluie il y a sur Abidjan à cette période. Et on peut savoir, on peut tracer où est-ce que va cette eau. Et dès qu'on sait où va cette eau, on peut la driver, on peut trouver les mécanismes pour éviter que l'eau s'agglutine et que l'eau fasse des dégâts. Et le numérique, le digital, vous permet de pouvoir gérer tous ces paramètres avec moins d'efforts et avec, je vais dire, facilité. Parce que si vous devez envoyer des gens aller assister, mesurer avec des piquets comme à l'ancienne, vous perdez du temps. Mais maintenant, vous mettez que des capteurs, même que des caméras, vous pouvez savoir, en filmant une scène, vous le faites. Par exemple, avec des drones aujourd'hui, on peut vous filmer une carrière et vous dire combien de granit il y a. On peut vous dire quelle quantité d'eau il y a dans un lac. Donc le numérique peut servir à beaucoup d'égards sur ce qu'on appelle le développement durable, que ce soit sur la pollution, que ce soit même sur des choses simples, hein, même je disais sur les déchets des maisons. Actuellement, il y a des poubelles intelligentes. On peut savoir exactement dans une commune combien de déchets sont produits par jour. Si vous mettez des capteurs, par exemple, sur les gros receveurs, vous pouvez le savoir, donc vous pouvez anticiper. Si vous savez que telle journée, il y aura peut-être plus d'ordures, vous pouvez gérer. Donc tout ce qui est développement, généralement, ça colle très bien avec le digital. Quand vous allez en Europe ou aux États-Unis, dans les grandes villes, vous voyez qu'il y a beaucoup de capteurs. Il y a beaucoup de capteurs, même dans les plantations maintenant. On met des capteurs pour savoir est-ce que les plantes ont assez d'eau, est-ce qu'elles sont malades. Donc c'est pour dire que dans le monde durable, on a le digital qui n'est pas très consommateur, je vais dire, d'énergie. Parce que ce digital, je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie. Voilà, vous avez un terminal, vous avez, comment dirais-je, une plateforme solaire, vous l'alimentez. On n'est pas dans la grosse énergie, on n'est pas dans le carburant, énergie fossile. Donc ça veut dire que le digital et normalement le développement durable sont des choses qui peuvent s'acclimater. Mais maintenant, il faut pouvoir réfléchir à chaque situation, à chaque phénomène et puis trouver des solutions. Puisque le digital en lui-même, il est ouvert à tout. Je prends un exemple. Vous voulez par exemple, comment dirais-je, savoir à l'heure actuelle, quelle est la température sur Abidjan. Vous dites à des gens simplement, donnez-moi la température d'où vous êtes. Voilà. Vous avez juste un terminal, ça arrive, vous faites la moyenne, vous savez exactement la température. Et des fois, on le fait ici, quand il y a les zones de temps de pluie. On dit, il pleut où? Mais en 2 minutes, vous savez là où il pleut. Et ça, je ne parle pas des applications vraiment, je vais dire, spécialisées, qui vous donnent et la météo, qui vous donnent et la pluie, qui vous donnent maintenant même et la circulation. Parce que quand vous circulez, vous pouvez savoir que, voilà, en allant à Yopougon aujourd'hui, la route est bouchée. Donc si vous voulez gérer pour le, comment dirais-je, une histoire de, comment dirais-je, je vais dire, de circulation, vous savez que si vous allez dans le sens, vous allez encore accroître le phénomène. Vous comprenez? Donc, sur tout ce qui est question durable, le digital est vraiment très accessible et très important. Est-ce qu'on peut dire sur les antennes de Akonda Radio et nous recevons aujourd'hui M. Lebel Ngouran qui est le directeur exécutif du Forum ivoirien du digital. Avec lui, nous sommes en train de parler du digital, solution pour un développement durable. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le monde moderne, c'est la digitalisation? Oui, on peut le dire parce que le monde déjà il est digital. Bon, donc quand on parle encore de modernité, ça fait encore 2 fois. Ça veut dire que le monde maintenant il est 2 fois digital. Parce qu'il était digital quand on était encore dans des interfaces qui n'étaient pas très interactifs. Ça veut dire quoi? Quand on avait la télé, des éléments sur lesquels on ne pouvait pas vraiment intervenir. Voilà, mais maintenant
on a des éléments sur lesquels on peut intervenir. Voilà, vous avez les replays, vous avez beaucoup d'éléments sur les téléphones. En fait, nous sommes passés à un monde très moderne et très digitalisé. Comment se porte la digitalisation sur le territoire ivoirien? Sur le territoire ivoirien, on va dire, il y a deux zones. On a mélangé la Côte d'Ivoire à Abidjan. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est, on va dire quoi, c'est 80% de phénomènes digitaux, de tout ce qui est, je vais dire, high-tech sur Abidjan, et c'est 20% à l'intérieur. Ça veut dire, plus la ville est grande, plus vous assistez à des phénomènes digitaux intéressants. Et quand vous allez dans l'arrière-pays, vous trouvez des zones, bon, évidemment, où la connexion Internet n'est pas... où les terminaux coûtent cher et où les besoins sont aussi chers. Donc on a en fait, je vais dire, une vision à deux échelles. Voilà, une grande ville qui accapare tous les process de digitalisation, où vous pouvez avoir des guichets bancaires, vous pouvez faire des paiements, des livraisons, et puis l'arrière-pays qui est grand en superficie, mais qui est très faible en digitalisation, ou pour lequel, bon, si vous commandez voilà, un produit, vous aurez du mal. Ou si vous cherchez un réseau 5G ou 4G pour voir une vidéo en ligne, vous aurez un problème. Alors, Monsieur Lebel, quelle est l'importance du PIB ivoirien dans notre économie? Oh, là, c'est la catastrophe. Pas pour alarmer les gens. Non, moi, je comprends parce que je dis souvent, il faut apprendre à dire la vérité aux gens pour que les gens comprennent. Bon, déjà, je vous donne l'exemple. Au Nigeria, le digital fait 45% du PIB. Voilà, c'est un des pays forts, je vais dire, en digital en Afrique. 45% du PIB. Pour le premier pays en matière économique en Afrique. En Côte d'Ivoire, on n'est pas sur les 5%. Voilà, on n'est pas sur les 5%. Parce que moi, quand je parle digital, je dis bien enlevons tout ce qui est téléphonie, parce que bon, ça c'est du business scope, mais je parle de tout ce qui est production d'applications, développement web, l'économie même du digital est très faible. Mais pas parce que la Côte d'Ivoire n'a pas un gros potentiel, parce qu'on n'a pas encore compris ce que c'est que le digital. Parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, tenez-vous compte, on n'a pas la possibilité de lever de l'argent, je le dis bien, pour faire des startups. On ne peut pas lever de l'argent pour des produits digitaux parce que ça ne s'explique pas. On n'a pas encore une loi sur la crypto-monnaie. Le Nigeria est un des premiers pays au monde sur la crypto-monnaie. Et j'ai dit, le problème qu'on a, ce n'est pas un déficit d'intelligence ou un déficit d'infrastructure. C'est un déficit de vision. Parce qu'on a l'impression que le digital vient accompagner les entreprises ou bien l'État. Mais le digital lui-même, c'est une économie. Moi, je faisais des calculs, je crois, la semaine passée sur un projet. Rien que pour cette année, rien rien qu'en transformation digitale dans le monde, il y a pour 1100, 1200 000 milliards de francs CFA. Ça faisait 130 fois le budget de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire le nombre d'entreprises qui passaient sur la digitalisation dans le monde. Si je prends l'exemple comme Netflix, par exemple, qui a 300 millions d'abonnés et qui vous prend 5 000 francs juste par mois, les chiffres sont affolants. Mais ici, l'économie, elle est faible en fait. Elle est faible. Pas parce qu'on n'a pas une population adéquate, parce que bon, sur Abidjan, en Côte d'Ivoire, on a à peu près 6 millions d'abonnés actifs. Mais sur les 6 millions d'abonnés actifs, on n'a pas vraiment une économie forte. Parce que ce qu'on appelle l'économie forte, ça va être quoi ici? Ça va être, je vais dire quoi, on va dire quoi, mobile money. Le mobile money, je disais aux gens, c'est juste des transactions bancaires en fait. Du digital, c'est des transactions. Voilà, c'est comme si vous êtes dans une banque, mais sauf que la banque maintenant c'est un téléphone. Voilà, mais en termes d'activité, en termes d'entreprise qui se crée dans le digital, nous ne sommes pas vraiment bien avancés. Quelles sont les solutions que vous pouvez donner, par exemple, pour que l'économie ivoirienne se concentre vraiment sur la digitalisation? La plupart des solutions, c'est la formation. Moi, je l'ai dit récemment, j'étais à l'université pour une conférence. On n'a pas de vision sur la formation. Et la formation, elle est mauvaise. J'enseigne moi-même dans l'université et je l'ai dit, voilà, la formation, elle est mauvaise. Bon, évidemment, moi, je n'enseigne pas d'un système classique parce que là où j'enseigne, j'ai le pouvoir d'enseigner mes étudiants. J'ai dit aux gens, on ne peut pas former quelqu'un à faire du code
sur 1 an ou sur 2 ans. Ça n'a pas de sens. Dans le digital, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Un étudiant qui va apprendre un cours de code aujourd'hui, 2 heures, je dis ça ne marche pas comme ça en fait. Mais je comprends les gens parce que on a eu un système d'éducation qui a été basé sur les apprentissages non fonctionnels. Ça veut dire quoi? On vous apprend à écrire en anglais, en français, à faire de la géographie. Mais ce n'est pas de la pratique. Le digital, c'est pas de dire je sais faire. Non, c'est de faire. On vous demande, prenez une photo, il faut la numériser, il faut l'envoyer à quelqu'un, il faut la compresser, il faut la traiter. Ce n'est pas des choses qu'on théorise en fait. On vous explique et vous le faites. Ce n'est pas des formations diplômantes. Le digital n'est pas un secteur dans lequel le diplôme est prépondérant. Ce qu'on vous demande de digital, c'est pratique. Donc la formation en Côte d'Ivoire à la base, elle est très, je vais dire, universitaire. Elle n'est pas pratique. Donc après, il y a un problème. Parce que vous demandez à des professeurs qui ont été formés, que ce soit au lycée, au primaire ou bien à l'université, qui ont été formés sur des systèmes classiques, de venir enseigner des gens avec qui on va parler d'applications mobiles, de code, je sais pas, de frameworks, tout ça. Mais c'est un langage qui est carrément différent. Ils ne peuvent pas. Donc du coup, on a ce problème. On forme toujours des gens de façon académique dans un secteur qui demande à former des gens de manière technique. Moi, je le dis toujours, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez lire toutes les formules, toutes les formations, c'est une formation de mécanicien. Vous pouvez tout assimiler. Mais venir sur une voiture, démonter une roue, démonter un moteur, c'est autre chose. Parce que ce n'est pas de la théorie, il faut savoir comment on tient une clé. Et nous, on a ce problème. Donc j'ai dit, il faut être simple. Il faut faire comme les autres l'ont fait. Il faut rebâtir un système de formation adapté au digital qui a sa manière de fonctionner avec les autres recettes du monde. Hein. Je pense qu'on ne va pas inventer le monde. En Chine, au Japon, on commence à coder à partir de 7 ans, 6 ans à l'école. Et j'ai dit, les enfants, ils codent mieux. Pourquoi? Parce que c'est un langage. Ils apprennent plus. La robotique, c'est déjà depuis le primaire, c'est pas à l'université. Et ici, on veut que des gens qui ont des doctorats en robotique aillent fabriquer des robots pendant qu'ils n'ont jamais fabriqué un robot depuis qu'ils sont à l'école primaire. Donc vous comprenez. Et j'ai dit aux gens, il faut comprendre la réalité. On n'est pas les plus idiots, mais notre système ne marche pas. Donc, premier, la formation. Deuxième, le cadre législatif. On ne peut pas évoluer dans un système s'il n'est pas régulé. Je prends un exemple. Si moi aujourd'hui on me vit 100 millions de francs CFA parce que je travaille sur une application, il y a un problème à la banque. Parce que la banque ne comprend pas. Si je lève une start-up qu'on me vit 1 milliard de francs CFA, il y a un problème. Parce qu'on me dira c'est du blanchiment. Si j'ai de la crypto-monnaie, parce que les gens ne comprennent pas ces systèmes. Mais ailleurs, ça marche facilement. Au Nigeria, on vous vit 2 millions de dollars pour une crypto-monnaie, c'est normal. Donc du coup, il y a des blocages. Et du coup, ceux qui ont des entreprises à créer ici, ils vont aller ailleurs où c'est plus simple, où ils ne viendront pas. Parce que le système législatif ne leur garantit pas, comment dirais-je, une tranquillité et puis une clairvoyance. Donc déjà, je dis, il y a la formation, il y a le système législatif. Troisièmement, il y a ce que j'appelle, comment dirais-je, l'ouverture d'esprit. On est un pays de jeunes, mais nous sommes un pays, excusez-moi du terme, très attardé sur beaucoup de phénomènes. Moi, j'ai la chance de beaucoup discuter avec les jeunes. J'ai dit aux gens, on a appris à des Ivoiriens qu'être intelligent, ce n'est pas nécessaire. Et j'ai dit, c'est pas nécessaire. Et qu'on ne peut pas vivre de l'intelligence. Et je le disais récemment à quelqu'un avec qui je travaillais, j'ai dit, quand vous montez une activité, une formation ici en Côte d'Ivoire, pour apprendre à des gens comment gagner ne serait-ce que 30 000, 50 000 francs par jour en étant honnête, les gens le trouvent fastidieux. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a toujours des contre-exemples qui vous montrent qu'on peut gagner plus avec moins d'efforts. Mais j'ai dit aux gens, ne croyez pas que parce que Steve Jobs a créé Apple, que Steve Jobs est un homme intelligent. Si, il est intelligent, certes, mais la force de caractère de Steve Jobs, c'est qu'il a créé Apple dans un garage. Avec 12 000 dollars. Ça fait 6 millions de francs CFA. Mais dans un garage. Ici, quel Ivoirien va accepter de travailler avec quelqu'un qui monte une entreprise dans un garage? Dites-moi, quel milliardaire va se dire, ce monsieur Ndiaye a une bonne idée, il est dans un garage, qui va croire? Pourquoi? Parce qu'on a pensé que l'entreprise ou les bonnes idées sont faites dans les grands bureaux, dans des vestes et au plateau. Non, les plus grandes idées que vous avez, je les dis toujours aux gens, ça va vous surprendre, se sont faites dans la rue ou dans des systèmes qui sont, je vais dire, très minimum. Facebook a été créé par Mark Zuckerberg à l'université, c'est dans une chambre avec des amis. Steve Jobs, Apple, c'est dans un garage. Le patron de Twitter, il a été à la rue pendant un moment.
Et il y a beaucoup de gens, Elon Musk et tout ça, ce pas des gens qui sont sortis, mais ils ont compris qu'en fait, c'est l'idée qui est prépondérante. Mais dans un pays où les gens qui ont les idées ne sont pas mis en avant, les gens qui ont des idées ne passent pas à la télé, à la radio, n'écrivent pas, et comment tous ceux qui dansent ou qui savent jouer au football, comment voulez-vous que celui-même qui a de l'argent puisse investir? Parce qu'il ne sait même pas en fait c'est quoi le bon investissement. Parce que l'Ivoirien va vous dire le bon investissement c'est de faire un lavage de voiture, c'est de construire une maison. Ça s'arrête là. À la limite, il fera un champ. Mais parce que l'ouverture d'esprit n'est pas en fait adaptée. Et quand vous allez voir des jeunes qui ont des bonnes idées, qui vont aller voir des politiques ou des hommes d'affaires pour dire j'ai une idée qui va vous rapporter cela, c'est presque incroyable parce que l'ouverture d'esprit n'est pas encore au niveau de l'esprit de l'ouverture d'esprit des autres qui permettent qu'un individu qui a une idée soit élevé parce que l'idée est bonne. Donc moi je résume par ça. Comme je l'ai dit, la formation, le cadre législatif et puis ensuite l'ouverture d'esprit qu'on n'a pas encore.